Salut, re-bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Je te reprends pour la partie 2 de cette vidéo consacrée uniquement au Club de Rome, un think tank mondialiste qui va avoir une très grande influence sur les événements qui nous concernent à nous, les Gilets jaunes. Et il m'a semblé important de faire cette vidéo, notamment pour la connaissance et pour la formation. Donc, je te parlais de Maurice Strong, justement, qui était un socialiste milliardaire, et que c'était lui, si tu veux, qui avait amené le business de l'écologie auprès de l'ONU, c'est lui qui en a fait un business, parce que c'est ce qui a permis, en fait, d'aligner progressivement tous les États sur, effectivement, cette volonté de créer une sorte de développement durable. C'est à lui qu'on le doit. Alors c'est surtout un homme de l'ombre, hein, Maurice Strong. C'était le représentant et protégé des Rockefeller. Il était proche de David et de Laurence Rockefeller. C'est quand même une belle crapule. J'ai même envie de dire une belle salope même, parce qu'il était quand même proche de Kissinger, de Brzezinski, et bien sûr, et d'un autre escroc du climat, le fameux Al Gore. Et de plus, il était aussi derrière, notamment les secrétaires généraux de l'ONU, dont Kofi Annan. Bon, c'est un petit peu à lui qu'on doit, en fait, la COP 21, la COP 22, et certainement la prochaine, la COP 23, hein, qui sont des dérivés directs du programme environnemental des Nations Unies, dont d'ailleurs on lui doit la paternité. Hein, ça, il faut le préciser, parce que c'est quand même important. Dont on lui doit la paternité, et qu'il, en plus, va diriger, hein, parce que tout de même, il va pas quand même se contenter uniquement de rédiger le programme et de ne pas en tirer un petit revenu substantiel, on va dire. Alors, il est décédé depuis 2015, donc, tu le sais, hein, tu t'en rends compte, on a là, en fait, un pur produit du mondialisme, hein, j'ai même envie de dire un pur suppôt du mondialisme, et encore, je t'ai épargné la globalité du CV, parce que je peux t'assurer qu'il est même pas complet, quoi, hein, dans ce que je viens d'énoncer. Alors, les préoccupations sur l'état de la planète vont justement être actées par un document nommé Déclaration de Stockholm. En fait, c'est une belle imposture. Car cette déclaration de principe, entre guillemets, ne va pas au cœur du problème. Puisqu'elle ne désigne pas les racines du mal, comme dirait Chrysalide. Et qu'est-ce que c'est que les racines du mal? À savoir, c'est le capitalisme. L'exploitation des hommes et des ressources par le 1%, justement, qui détient les richesses et qui maîtrise non seulement la banque, la masse monétaire, mais l'économie de marché mondiale. Il ne s'agirait pas quand même de se mettre une balle dans le pied. C'est pas concevable. Bon, il se trouve que justement, dans l'ouvrage Les limites de la croissance, on trouve la justification d'une éventuelle restriction des ressources. Alors quand ces gens-là vous disent restriction des ressources, il faut comprendre que ça concernera les pauvres et ceux qui n'auront pas les gros moyens de l'élite mondialiste. Ça, c'est sûr et certain. Alors, le tout, ça sera sous couvert de vouloir protéger l'environnement, bien sûr, et de réduire le bilan carbone émis sur la planète. On est là face, évidemment, à un discours déguisé qui vise à placer une économie de marché mondiale planifiée, mais, tu le sens, au fort Roland de malthusianisme. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas Thomas Malthus, c'était quelqu'un qui était un partisan de la réduction démographique. Donc, c'est en fait comme ça, si tu veux, qu'Aurelio Pecci, on va dire, fera monter les enchères en diffusant le livre, mais très habilement, hein, auprès des dirigeants politiques. Et il fera évidemment un travail d'influence,
évidemment, qui permettra, si tu veux, de formater dans un premier temps les politiques à la situation écologique planétaire. En 1974, il y a une nouvelle réunion qui est organisée cette fois-ci en Autriche. Ça se passe à Salzbourg. Le Club de Rome va obtenir une bien plus grande visibilité sur la scène mondialiste, évidemment, parce qu'il va être soutenu. Alors, les soutiens, c'est par exemple le chancelier autrichien Bruno Kreisky, puisque évidemment ça se passe en Autriche. À cette occasion, on sait qu'il y aura des personnalités de premier plan, comme par exemple le président du Mexique de l'époque, Luis Echeverría. Il y aura aussi le président du Sénégal, incarné en la personne de Léopold Sédar Senghor, ou le premier ministre canadien, Pierre Trudeau, qui est le père de l'actuel Justin, qui est lui aussi président du Canada, un drôle de loustique, évidemment initié en maçonnerie, bref. L'objet, c'est pas de parler des Trudeau, mais il y aurait beaucoup de choses à dire justement sur la famille Trudeau au Canada. Donc ce que vous devez comprendre en fait, c'est que les Rockefeller maîtrisaient, contrôlaient déjà le Parti libéral au Canada. Depuis l'élection en fait de Mackenzie King, qui lui a été d'ailleurs Premier ministre canadien d'ailleurs en 1935, si je me rappelle bien. Mackenzie King, qui était un homme lige, qui était justement un employé de Rockefeller, et en fait, et qui même se faisait payer sa campagne par les Rockefeller aussi. Alors, le deal en échange, c'était que le Parti libéral canadien, en fait, augmentait le prix de l'essence 6 mois avant et après une élection pour justement rembourser la famille Rockefeller. Alors, King, il nous a pondu une belle citation. Je l'avais déjà mis en exergue dans une vidéo, mais je vais vous la reciter, je vais vous la relire. Mackenzie King, William Lyon Mackenzie King, son nom complet. Il dit « Jusqu'à ce que le contrôle de l'émission de devises et de crédits soit restauré au gouvernement et reconnu comme une responsabilité, comme sa responsabilité la plus flagrante et la plus sacrée, tout discours sur la souveraineté du Parlement et la démocratie est vain et futile. Une fois qu'une nation abandonne le contrôle de ses crédits, il n'importe plus de savoir qui fait ses lois. L'usure, une fois aux commandes, coule n'importe quelle nation. » C'est vraiment important de comprendre ça pour les gens qui croient encore aux élections, pour les personnes qui se réfèrent à Emmanuel Macron. Je rappelle qu'on a une dette de presque 2370 milliards d'euros, qui est une dette officielle, avec une dette hors bilan de 4000 milliards d'euros, ce qui nous fait à peu près 6700 euros de dette. Donc, c'est directement le produit de cette usure dont parle monsieur William Lyon Mackenzie King, d'accord, générée par les Rothschild, les Rockefeller, les Carnegie, les Ford, les Warburg, entre autres, parce que je dis ça de mémoire, et toutes ces familles associées au clan Rothschild-Rockefeller. Bon, je reviens au sujet du Club de Rome. En réalité, en fait, il y a incompatibilité d'allier croissance économique et croissance démographique mondiale. Donc, si on se projette du point de vue du Club de Rome, il faut forcément renoncer à l'une des deux. C'est réellement la conclusion qui apparaît en filigrane dans le rapport. Dans le rapport de Meadows. En fait, c'est ce qui explique tout le tintamarre actuel sur la nécessité de changer notre mode de vie en nous poussant vers un écologisme que moi je qualifie de cache-sexe d'un eugénisme mondialisé qui ne veut pas dévoiler ses intentions réelles sous couvert de limites ou de limiter, peu importe, notre empreinte carbone qui fait tant de mal à la planète.
Mais bizarrement, les limites de la croissance ne traitent pas du phénomène lié au transport aérien et au fret maritime, qui sont justement les plus gros marqueurs d'empreinte carbone planétaire. Donc on a vraiment affaire à des hypocrites qui réellement ont un plan pour l'humanité, mais qui est plutôt un plan d'extermination. On peut vraiment dire ça, quoi. Donc je fais une petite aparté d'ailleurs, puisqu'on parlait de Brzezinski, mais justement le club de Rome justement demandera à Zbigniew Brzezinski, qui était à ce moment-là le conseiller à la sécurité nationale de Jimmy Carter, d'intercéder en faveur du rapport Meadows, dans lequel on trouve évidemment tous les éléments clés du livre les limites de la croissance. Le rôle en fait de Brzezinski, il écrit... Bon, le rôle de Brzezinski, il a plusieurs rôles, Brzezinski, parce qu'il est aussi conseiller stratégique. Mais là, on ne parle pas de stratégie, on parle de développement durable, d'écologie et de bilan carbone, etc. Et pourquoi c'est important de comprendre pourquoi la dialectique des médias sur l'écologisme est poussée à son paroxysme en ce moment. Alors, qu'est-ce qu'il va faire, Brzezinski? Il va écrire un livre qui s'appelle « L'ère technotronique », dans lequel, en fait, c'est un plan post-industriel de croissance zéro pour détruire tout bonnement, en fait, l'industrie des USA dans le but de les préparer, en fait, au nouvel ordre mondial. On est dans l'ordo abekao, c'est-à-dire on détruit et puis après on reconstruit à notre façon. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que Brzezinski est un cofondateur de la trilatérale et du CFR avec David Rockefeller. Donc c'est toujours les mêmes milieux de mondialistes qui agissent dans les coulisses. Alors, on va reprendre un petit peu. En 1992, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nos mondialistes ont décidé d'organiser une autre conférence sur l'environnement. Alors, on se demande même si le club de Rome ne souhaite pas vraiment fixer des limites, finalement, immédiatement à la croissance humaine, en fait, pour justifier les prétendus, ou du moins en tout cas la prétendue recherche de volonté d'équilibre pour sauver, pour maîtriser, afin qu'on ne manque pas de ressources naturelles. Hein. Ça, c'est un petit peu le leitmotiv du club de Rome, et on s'aperçoit que jamais on remet le modèle économique et capitaliste en cause. On ne remet jamais au grand jamais en cause. Alors, pendant ce temps-là, les scientifiques du club de Rome, eux, collectent des données et, d'après leurs conclusions, très alarmistes évidemment, le niveau des mers serait en hausse. Les tempêtes sont plus fréquentes, nous disent-ils. Et elles sont plus violentes. Les sécheresses et les inondations s'aggravent. Alors, toujours d'après ces mêmes scientifiques, on assisterait à un changement climatique de forte ampleur. L'urgence de réduire tous ensemble, nos émissions de gaz à effet de serre est criante. C'est-à-dire que c'est une urgence qui est immédiate. Hein, ça ne peut pas attendre. Il faut faire maintenant. Ouais, ces scientifiques disent les pôles glaciers diminuent, les écosystèmes sont menacés. Les ours polaires n'arrivent plus à se nourrir et disparaissent à cause de la fonte des glaces. Il faut agir maintenant, disent-ils. Ils crient. Il y a urgence climatique. Mais est-ce que tu comprends réellement, toi qui m'écoutes, où l'on veut t'amener lorsqu'on te demande de monter dans le train de l'écologie? Est-ce que tu saisis en réalité
ce qu'on est en train de nous faire. Le modèle économique destructeur, lui, le modèle économique, est-ce qu'il est remis en cause? Lui, justement, ce modèle. Est-ce qu'il sera demandé, par exemple, aux grosses multinationales d'arrêter leur surproduction? Autrement dit, leur profit. En fait, moi, je pense que c'est ce que nous, les Gilets jaunes, on pressent quelque part. On sent bien que les choses doivent changer sur le fond et qu'il faut vite opérer une profonde mutation. Parce que on sait tous, par exemple, que le système est incapable de s'auto-réformer. Parce qu'il est tenu par des oligarques de haut rang et de rang international et mondialisé qui perdraient trop en argent, en influence et en pouvoir. Il ne s'agit pas, par exemple, de faire comme Donatella, Donella, excusez-moi. Donatella, c'est autre chose. Comme Donella Meadows, de clamer que les problèmes d'urgence climatique concernent tout le monde sur la planète au même titre et au même niveau. Et qu'il va falloir évidemment tous travailler ensemble. Ça c'est ce qui est dit dans le Club de Rome, mais on sait très bien que, comme disait Coluche, on est tous égaux, mais certains seront plus égaux que d'autres. Hein, ça, on le sait. Donc, par exemple, le Club de Rome va nous expliquer que on ne peut pas gérer les problèmes d'urgence climatique de la planète de la même manière pour tout le monde. Bien. Ils nous disent on ne peut pas s'occuper du climat à Paris si on ne le résout pas à Mexico, à Pékin ou à Antigua. Alors ils disent il faut investir dans une politique volontariste pour résoudre les problèmes de changement climatique. Voilà ce qu'ils disent. À la réunion du Club de Rome qui s'est tenue justement à Bucarest, cette fois-ci, et c'était en 2012, ils nous ont expliqué qu'il suffisait de transférer environ 3% des activités de l'emploi polluant vers des activités dites propres. Mais il faut qu'ils nous expliquent qu'est-ce qu'ils appellent emploi polluant. Et qu'est-ce qu'ils appellent activité propre. Est-ce que, par exemple, le capitalisme consentira à s'asseoir sur au moins 3% de marge brute de profit, c'est-à-dire moins de bénéfices, qui seraient affectés à un usage qu'on pourrait qualifier de social et d'intérêt public. Est-ce que le capitalisme est prêt à faire cela, réellement? Ou les capitalistes, parce que c'est pas le capitalisme, ce n'est pas une personne physique. Évidemment, c'est un système. Mais les personnes physiques qui sont derrière le capitalisme, veulent-ils réellement travailler pour le bien public des opinions publiques internationales? Moi, ma réponse, c'est non. Parce que je sais qu'on a affaire à des lucifériens. Donc moi, je le dis comme je le pense. D'accord? Moi, je ne crois pas à tout ça. Je ne crois pas que les Rockefeller, les Rothschild, les Warburg, les Ford, Carnegie et consorts soient des philanthropes. Moi, je ne crois pas à cette plaisanterie. Je ne crois pas à ça. Je laisse ça aux naïfs. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que la société capitaliste voudrait, par exemple, ou aurait la ferme volonté de résoudre ce fameux problème climatique, soi-disant, en se coupant d'une infime portion de son profit pour pallier justement à la problématique dangereuse d'une faune et d'une flore, justement et à juste titre, menacées de disparition, n'est-ce pas? Puisque je rappelle que le taux de mortalité des abeilles dans les ruches sont pratiquement proches du 100%, pratiquement, hein, c'est 95, 96, voire 98% selon certains apiculteurs.
n'est-ce pas? Et quand les abeilles commencent à disparaître, et d'ailleurs, il n'y a pas que les abeilles, il y a d'autres insectes, eh bien, en vérité, c'est qu'on est mal, on est déjà très mal, pas trop. Et je te reprends tout à l'heure, et je te dis à tout à l'heure.